La fin des livres **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 *ë̀octave Usan the end of book a prognostication from the pest scellé portrait introduction in 1895 Octave Usan and Albert Rabide published, in France, Contes pour les bibliophiles, Story for bibliophiles. The 11 stories in Contes, all revolving around book, or at least printing, are interesting, bizarre, weird, one could go on in true Fantorpian fashion. But even better than the story are the illustrations by Albert Rabide. Rabide was born in 1848 and died in 1926. During his lifetime he reportedly drew 60,000 pictures and wrote and baroblique or illustrated over 200 books. His first published work came out in 1866, and they appeared in La Vie Parisienne as well as journals less well known to the world outside France. One of his works, La guerre au XXe siècle, 1887, is of some interest in the field of science-fictional treatments of future wars, and is the subject of current papers and a critical edition by E. F. Clarke in Britain. Rabide is forgotten, or was never known, in America, but in France he is remembered. His sketches and caricatures, particularly of humorous and satirical vision of what lay in the future, were decades ahead of their time. Disney adapted some of his drawings as background for their views of the future at a pavilion at Epcot, and website attempt today to bring some of his best work back into circulation. If Rabide is mostly forgotten, Usan can be truly said to have vanished from the cultural consciousness of the world. Yet he was well known as a writer and critic of his day, and some of his works command high prices from rare book dealers. One presumes that much of his work was more bound to the circumstances of the current day than were the drawings of Rabide, whose attaches a certain timelessness to it, even where it graphically predicts a future that demonstrably did not happen. What follows is one of the pieces from Contes. Writing and drawing in 1894, Usan and Rabide give us predictions of a post-literate society. Music and speech are everywhere. Newspapers are forgotten, and news presenters are valued for their emotional tone instead of the accuracy of their reporting. Recordings combined with cinema present costumed drama and humor in the home. This is 1894, remember, Edison had truly just begun to produce his film. Printed books are over and done with. They are no longer needed. Some company hidden knowledge, for example, begin to create electronic books that will never be published in printed form. We need to remember, it was all predicted more than 100 years ago. Self-caricature of Rabide and Usan not on the recreation of the end of book. The original drawings in the collection Contes pour les bibliophiles were scanned as black and white drawings at 600 dpi, and cleaned up in Photoshop. The drawings were extracted and processed individually to reduce their filthiness and improve their visual presentation on computer screens. The text was run through TextRig 9, which did a surprisingly good job at OCR.
The HTML layout merges the recovered text and the processed image back together again, and is designed to approximate that of the original. It is impossible to imitate it exactly, for all browser configuration, in HTML. You can do it in PDF. We looked at conversion to PDF but decided to keep things simple. One hopes also that future XML layout tools will provide this capability. The original is in French, and providing a proper translation is outside the scope of this project. He wrote a summary in English for those US of who do not have the French language. Or see the Scribner magazine references below. I have no idea what was originally written as the last word in the caption of the drawing of Gutenberg and the devil. It appears to have been scratched off the printing plate. Compte pour les bibliophiles was noted in the Century magazine, mai 1895, page 354 ff, in a review section on books in paper covers. Is noted, but actually, only the cover was reviewed. The cover was reproduced in a photogravure in Century and its artistic value were denigrated, the content apparently remained unread. Perhaps they were unhappy because Usan occasionally appeared in English in Scribner's magazine, which competed fiercely with Century. The story itself appeared in a clumsy English translation in Scribner's, volume 16, 1894, pp 221 à 231, with illustration by Rabbi de some the same as those in the collection count, and some different. A few of those used in both places were printed more clearly in the magazine, but most were reproduced badly in the magazine and are clearer in the collection count. The page images are on the web in both JPEG and GIF format at Dave Price's website at Oxford. Another place to see this on the web, with a different set of JPEG images of the Scribner's page, is at the University of Kent at Canterbury, which also has an HTML of the whole piece with the artwork located in approximately the right place, but of questionable size, and an HTML version with the are left out. A fabulous resource for anyone interested in the history of American magazine, or American history in general, is the MOA project at Cornell. They have put up on the web full-page image of the complete editorial content of long runs of 19C magazine. Scribner's is included. At MOA you can see what else was in the same issue with this piece. Unfortunately, their reproduction of the illustration is very bad, either because of their imaging methodology or because they were working from bad microform. Also, it has always been common for libraries to discard the covers and ads from magazines before binding them, to save money and shelf space. Today we find the ads and cover illustration generally more interesting than the stories and features. Most of the volume at MOA lack the ads and covers. Such is life. To find out more about Albert Robida and Octave Usan, Albert Robida is Imperfect Future in History Today Juillet 1998. I have not yet seen this article myself. A page describing the Association of the Friends of Albert Robida, les amis, with links to some of his drawings on the web.
Some interesting page at pansofi.com display Albert Rabide. Il est l'illustration, as used by Disney at the recently closed Horizon Pavilion, 1983 à 99, at Epcot, introduction and follow-on. A different piece by Usan, also from Scribner's, 1892, p. 558, can also be found at the MOA Project, Conversations and Opinion of Victor Hugo, from unpublished papers found at Guernsey. Yet another is the art relating to women, and their exhibition in Paris, volume 13, 1893, page 503. You should be able to go directly to the Scribner's volume at MOA. All of the URLs given above are subject to sudden and unexpected change. The web is dynamic, changing, unpredictable, and sometimes unreliable. They were tested, updated, and working correctly on 31 juillet 2000. Copyright 1999-2000 by Michael Ward. Abstract, The End of Book London. Bibliophiles and scholars, inspired by a lecture at the Royal Institution, in which the eminent physicist Sir William Thomson discussed the life and death of the saint, convene after the lecture at a gentlemen's club and discuss what dating the future will hold. James Whitmore considered the rise and fall of continental powers. Julius Pollock predicted the future of foods and the eradication of hunger. A Green Eden that humorist John Poole left at a contrary to the rule that one must devour or be devoured. Arthur Blackcross decried the miserable state of current painting and sculpture, but predicted that in the future it would become great, done by a small number of talent, with color photographs and photogravures satisfying the mass. But what of the future of book? The narrator argues that Gutenberg's invention will soon disappear. Reading causes lassitude and wearies us tremendously. Words through the speaking tube, however, give us a special vibrancy. The gramophone will destroy printed works. Our ears are easily damaged, but our ears are strong. But, HIS listeners object, gramophone are heavy and the cylinders easily damaged. This will be taken care of. New model will be built which will fit in the pocket, the precision of watchmaking will be applied to them. Devices will collect electricity from the movements of the individual, which will power the gramophone. The author will become HIS own editor. In order to avoid imitation and counterfeits, he will deposit HIS voice at the patent office. Instead of famous men of letters, we will have famous narrators. The art of diction will become extremely important. The ladies will no longer say that they like an author's style, but that HIS voice is so charming, so serious, that it leaves you full of emotion after listening to HIS work. It is an incomparable ravishment of the ear. The libraries will become phonographothèques. They will house famous works by artists in vogue, such as Coquelin's performance of Molière, Irving's Shakespeare, Salvini's Dante, etc. Bibliophiles will become phonographophiles, and collect cylinders with the unique example of the voice of a master of the theatre, poetry or music,
or those with new and unknown alternate version of a famous work. Narrators will do comic pieces, sound effects, and dialects like Irishmen and American Westerners. At the crossroads of all city, there will be kiosks where the passerby can pull in a penny and read the works of Dickens, Dumas Esser or Longfellow. The author can carry his works to buildings on the street, where multiple people will carry his word to all the windows for the people to listen. At 4 or 5 cents per hour, even the poor can afford this, and the wandering author will still make money because of the number of listeners at each house. Our grandchildren will use phonograph everywhere, at every restaurant table, public transportation, steamship cabins, and hotel room. Railroads will supply Pullman circulating libraries which will make travelers forget the distance they cover, while allowing them to look out the windows. Printing will be abandoned, except for a small possible use in trade and private communication. The newspaper will go the same way, because no one will be satisfied with the printed word if they can hear what was actually said, the current songs, the voices of the diva. The post office will bring cylinders each morning to the subscribers, the servant will lay them out so the master and the mistress can read the news, telegrams, stock exchange prices, whimsical articles. Journalism will be transformed, with the best place reserved for the Salidium men with warm, strong voices, whose R will be in the pronunciation rather than in the style or form of the written sentence. While literary Mandarinism will not disappear, it will be for a negligible number of listeners. The newspaper office will have enormous spoken halls where the writers will record the news aloud, the telephonic dispatches will be transferred automatically. The resulting cylinders will be stereotyped in great number and put into the post office before 3 am, except that if it can be arranged with the telephone company the newspaper will be carried directly by wire to the ears of the subscribers. Black Cross subjects to the loss of illustration when book disappear. A. The Kintograph of Thomas Edison, which the narrator saw the first test of, when he visited New Jersey, will record the movements of the man as a gramophone records the voice. Within a few years this will illustrate everyday life. We will have these in our residences, the scenes of fiction and adventure novel will be performed by well-costumed actors. We will also have current events, to complement the phonographic newspaper. Finally, just as a doctor multiplied when journalism was invented, in the same way in the future specialists will prosper. Books must disappear, or they will ruin us in the whole world. There are 82,100,000 books published each year, and at 1,000 copies each. This is more than 100 million specimens, of which the majority contain only trash and errors. How happy we will be not to have to read anymore, to be able finally to close our eyes. Hamlet, of our beloved Will, could not have said it any better. Word, 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 word which will pass and which no one will read anymore. Copyright 1999, 2000 by Michael Ward. Self-portrait,
Rabbi de Enduzan The End of Books Splash Page Suggestion d'avenir La fin des livres Introduction, Digital Modified Image, and Abstract in English Art Copyright 1999 by Michael Ward. Ce fut, il y a 2 ans environ, à Londres, que cette question de la fin des livres et de leur complète transformation fut agitée en un petit groupe de bibliophiles et d'érudits, au cours d'une soirée mémorable dont le souvenir restera sûrement gravé dans la mémoire de chacun des assistants. Nous nous étions rencontrés, ce soir-là, qui se trouvait être un des vendredis scientifiques de la Royal Institution, à la conférence de Sir William Thomson, l'éminent physicien anglais, professeur à l'université de Glasgow, dont le nom est connu des 2 mondes depuis la part qu'il prit à la pose du premier câble transatlantique. Devant un auditoire brillant de savants et de gens du monde, Sir William Thomson avait annoncé que mathématiquement la fin du globe terrestre et de la race humaine devait se produire au juste dans 10 millions d'années. Today's Modern Army marche on ITS Communication se basant sur les théories de Helmholtz que le Soleil est une vaste sphère en train de se refroidir, c'est-à-dire de se contracter par l'effet de la gravité sur la masse à mesure que ce refroidissement se produit. Sir William, après avoir estimé la chaleur solaire à celle qui serait nécessaire pour développer une force de 476,000 millions de chevaux-vapeur par mètre carré superficiel de sa photosphère, avait établi que le rayon de la photosphère se raccourcit d'un centième environ en 2,000 ans et que l'on pouvait fixer l'heure précise où la température deviendrait insuffisante pour entretenir la vie sur notre planète. Le maître physicien nous avait non moins surpris en abordant la question de l'ancienneté de la Terre, dont il développait la thèse ainsi qu'un problème de mécanique pure. Il ne lui attribuait point un passé supérieur à une vingtaine de millions d'années, en dépit des géologues et des naturalistes, et il montrait la vie venant à la Terre dès la naissance du Soleil, quelle qu'ait été l'origine de cet astre fécondant, soit par le résultat de l'éclatement d'un monde préexistant, soit par celui de la condensation de nébuleuses antérieurement diffuses. Nous étions sortis de la Royal Institution très émus par les grands problèmes que le savant professeur de Glasgow s'était efforcé de résoudre scientifiquement devant son auditoire, et, l'esprit endolori, presque écrasé par l'énormité des chiffres avec lesquels Sir William Thomson avait jonglé, nous revenions, silencieux, en un groupe de 8 personnages différents, philologues, historiens, journalistes, statisticiens et simples curieux mondains, marchant 2 par 2, le long d'Albemarle Street et de Piccadilly. L'un de nous, Edward Lambrock, nous entraîna à souper au Junior Essonium Club et, dès que le champagne eut dégourdi les cerveaux songeurs, ce fut à qui parlerait de la conférence de Sir William Thomson et des destinées futures de l'humanité. A Magazine of Modern Life James Whitmore se préoccupa longuement de la prédominance intellectuelle et morale des jeunes continents sur les anciens, vers la fin du siècle prochain. Il laissa entendre que le vieux monde abdiquerait peu à peu son omnipotence et que l'Amérique prendrait la tête du mouvement dans la marche du progrès, tandis que l'Océanie, à peine née d'hier, se développerait superbement, démasquerait ses ambitions et occuperait une des premières places dans le concert universel des peuples. L'Afrique, ajoutait-il, cette Afrique toujours explorée et toujours mystérieuse, dont on découvre à chaque instant des contrées de milliers de milles carrés, conquises, si péniblement à la civilisation, malgré son immense réservoir d'hommes, ne semble pas appelée à jouer un rôle proéminent. Ce sera le grenier d'abondance des autres continents, il se jouera sur son sol,
tour à tour envahie par différents peuples, des parties peu décisives. Les masses d'hommes, dans leur violente envie de posséder cette terre vierge, s'y rencontreront, s'y battront et y mourront, mais la civilisation et le progrès ne s'y installeront que dans des milliers d'années, alors que la prospérité des États-Unis sera sur son déclin et que de nouvelles et fatales évolutions assigneront un nouvel habitat aux ensemencements du génie humain. Julius Paluck, un doux végétarien et savant naturaliste, se plut à imaginer ce qu'il adviendrait des mœurs humaines, quand, grâce à la chimie et à la réalisation des recherches actuelles, l'état de notre vie sociale sera transformé et que notre nourriture, dosée sous forme de poudre, de sirops, d'opiats, de biscuits, tiendra en un petit volume. Alors plus de boulangers, de bouchers, de marchands de vin, plus de restaurants, plus d'épiciers, quelques droguistes, et chacun libre, heureux, susceptible de subvenir à ses besoins pour quelques sous, la fin biffée du registre de nos misères, la nature rendue à elle-même, toute la surface de notre planète verdoyante ainsi qu'un immense jardin rempli d'ombrages, de fleurs et de gazons, au milieu duquel les océans seront comparables à de vastes pièces d'eau d'agrément que d'énormes steamers. Hérissés de roux et d'hélices parcourront à des vitesses de 50 et 60 nœuds, sans crainte de teigne ni joug de roulis. Le cher rêveur, poète en sa manière, nous annonçait ce retour à l'âge d'or et aux mœurs primitives, cette universelle résurrection de l'antique vallée de Tempe pour la fin du XXe siècle ou le début du XXIe. Selon lui, les idées chères à Lady Tennyson triompheraient à brève échéance, le monde cesserait d'être un immonde abattoir de bêtes paisibles, un affreux charnier dressé pour notre gloutonnerie et deviendrait un jardin délicieux consacré à l'hygiène et au plaisir des yeux. La vie serait respectée dans les êtres et dans les plantes, et dans ce nouveau paradis retrouvé ainsi qu'en un musée des créations de Dieu, on pourrait inscrire partout cet avis aux promeneurs, prière de ne pas toucher. La prédiction idéaliste de notre ami Julius Paluck n'eut qu'un succès relatif. On reprocha à son programme un peu de monotonie et un excès de religiosité panthéiste. Il sembla à quelques-uns qu'on s'ennuierait ferme dans son Éden reconstruit, au bénéfice du capital social de tout l'univers, et l'on vida quelques verres de champagne de plus afin de dissiper la vision de cet avenir lacté rendu au pastoral, au géorgique, à toutes les horreurs de la vie inactive et sans lutte. Utopique tout cela, s'écria même l'humoriste John Poole, les animaux, mon cher Paluck, ne suivront pas votre progrès de chimiste et continueront à s'entre-dévorer selon les lois mystérieuses de la création, la mouche sera toujours le vautour du microbe, de même que l'oiseau le plus inoffensif est l'aigle de la mouche, le loup s'offrira encore des gigots de moutons et la paisible brebis continuera comme par le passé à être la panthère de l'herbe. Suivons la loi commune qui régit l'évolution du monde et, en attendant que nous soyons dévorés, dévorons. Loisirs littéraires au XXe siècle. Loisirs littéraires au XXe siècle. Arthur Blackcross, peintre et critique d'art mystique, ésotérique et symboliste, esprit très délicat et fondateur de la déjà célèbre école des esthètes de demain, fut sollicité de nous exprimer ce qu'il pensait devoir advenir de la peinture d'ici un siècle et plus. Je crois pouvoir résumer exactement son petit discours dans les quelques lignes qui suivent. Drama in art, ce que nous appelons l'art moderne est-il vraiment un art, et le nombre d'artistes sans vocation qui l'exercent médiocrement avec apparence de talent ne démontre-t-il pas suffisamment qu'il est plutôt un métier où l'âme créatrice fait défaut ainsi que la vision?
peut-on donner le nom d'œuvres d'art aux 5/6 des tableaux et statues qui encombrent nos salons annuels, et compte-t-on vraiment beaucoup de peintres ou de statuaires qui soient des créateurs originaux? Nous ne voyons que des copies de toutes sortes, copies des vieux maîtres accommodés au goût moderne, reconstitutions toujours fausses d'époque à jamais disparues, copies banales de la nature vue avec un œil de photographe, copies méticuleuses et mosaïques et fournissant ces affreux petits sujets de genre qui ont illustré Meissonier, rien de neuf, rien qui nous sorte de notre humanité. Le devoir de l'art, cependant, que ce soit par la musique, la poésie ou la peinture, est de nous en sortir à tout prix et de nous faire planer un instant dans des sphères irréelles où nous puissions faire comme une cure d'aérothérapie idéaliste. Modern Stylings in Art, je crois donc, continua Black Cross, que l'heure est proche où l'univers entier sera saturé de tableaux, paysages mornes, figures mythologiques, épisodes historiques, natures mortes et autres œuvres quelconques dont les nègres même ne voudront plus. Ce sera le moment béni où la peinture mourra de faim, les gouvernements comprendront peut-être enfin la lourde folie qu'ils ont commise en ne décourageant pas systématiquement les arts, ce qui est la seule façon pratique de les protéger en les exaltant. Dans quelques pays résolus à une réforme générale, les idées des iconoclastes prévaudront, on brûlera les musées pour ne pas influencer les génies naissants, on proscrira la banalité sous toutes ses formes, c'est-à-dire la reproduction de tout ce qui nous touche, de tout ce que nous voyons, de tout ce que l'illustration, la photographie ou le théâtre peut nous exprimer d'une façon suffisante, et l'on poussera l'art, enfin rendu à sa propre essence, vers les régions élevées où nos rêveries cherchent toujours des voies, des figures et des symboles. L'art sera appelé à exprimer les choses qui semblent intraduisibles, à éveiller en nous, par la gamme des couleurs, des sensations musicales, à atteindre notre appareil cérébral dans toutes ses sensibilités même les plus insaisissables, à envelopper nos multiformes voluptés esthétiques d'une ambiance exquise, à faire chanter dans un accord rationnel toutes les sensations de nos organes les plus délicats. Il violentera le mécanisme de notre pensée et s'efforcera de renverser quelques-unes de ces barrières matérielles qui emprisonnant notre intelligence, esclaves des sens qui la font vivre. Theater of the Kinétographe, l'art sera alors une aristocratie fermée, la production sera rare, mystique, dévote, supérieurement personnelle. Cet art comprendra peut-être 10 à 12 apôtres par chaque génération et, qui sait, une centaine au plus de disciples fervents. En dehors de là, la photographie en couleur, la photogravure, l'illustration documentée suffiront à la satisfaction populaire. Mais les salons étant interdits, les paysagistes ruinés par la photopeinture, les sujets d'histoire étant posés désormais par des modèles suggestionnés, exprimant à la volonté de l'opérateur la douleur, l'étonnement, l'accablement, la terreur ou la mort, toute la peinturographie en un mot devenant une question de procédés mécaniques très divers et très exacts, comme une nouvelle branche commerciale, il n'y aura plus de peintres au XXe siècle, il y aura seulement quelques saints hommes. Véritables fakirs de l'idée et du beau qui, dans le silence et l'incompréhension des masses, produiront des chefs-d'œuvre dignes de ce nom. Arthur Blackcross développa lentement et minutieusement sa vision d'avenir, non sans succès, car notre visite à la Royal Academy n'avait guère été, cette année-là, plus réconfortante que celle faite à Paris à nos deux grands beaux-arts de peinture nationale, soit au Champ de Mars, soit aux Champs-Élysées.
On épilogua quelque temps sur les idées générales exposées par notre convive symboliste, et ce fut le fondateur lui-même de l'école des esthètes de demain qui changea le cours de la conversation en m'apostrophant brusquement: « Eh bien, mon cher bibliophile, ne parlez-vous pas à votre tour, ne nous direz-vous pas ce qu'il adviendra des lettres, des littérateurs et des livres d'ici quelques 100 ans ? Puisque nous réformons ce soir à notre guise la société future, apportant chacun un rayon lumineux dans la sombre nuit des siècles à venir, éclairez-nous de votre propre phare tournant, projetez votre lueur à l'horizon. » Ce furent des « oui, oui », des sollicitations pressantes et cordiales, et, comme nous étions en petit comité, qu'il faisait bon s'écouter penser et que l'atmosphère de ce coin de club était chaude, sympathique et agréable, je n'hésitai pas à improviser ma conférence. La voici: ce que je pense de la destinée des livres, mes chers amis. La question est intéressante et me passionne d'autant plus que je ne me l'étais jamais posée jusqu'à cette heure précise de notre réunion. Si par livre vous entendez parler de nos innombrables cahiers de papier imprimés, ployés, cousus, brochés sous une couverture annonçant le titre de l'ouvrage, je vous avouerai franchement que je ne crois point, et que les progrès de l'électricité et de la mécanique moderne m'interdisent de croire, que l'invention de Gutenberg puisse ne pas tomber plus ou moins prochainement en désuétude comme interprète de nos productions intellectuelles. L'imprimerie que Rivarol appelait si judicieusement « l'artillerie de la pensée », et dont Luther disait qu'elle est le dernier et le suprême do par lequel Dieu avance les choses de l'Évangile, l'imprimerie qui a changé le sort de l'Europe et qui, surtout depuis 2 siècles, gouverne l'opinion, par le livre, la brochure et le journal, l'imprimerie qui, à dater de 1436, régna si despotiquement sur nos esprits, me semble menacée de mort, à mon avis, par les divers enregistreurs du son qui ont été récemment découverts et qui peu à peu vont largement se perfectionner. Edison S. Malefice Création Pleases Gutenberg Not at all, malgré les progrès énormes apportés successivement dans la science des presses, en dépit des machines à composer faciles à conduire et qui fournissent des caractères neufs fraîchement moulés dans des matrices mobiles, il me paraît que l'art où excellèrent successivement Fusté, Schoeffer, Estienne et Vaucanson, Oldmanus et Nicolas Jenson, a atteint à son apogée de perfection, et que nos petits-neveux ne confieront plus leurs ouvrages à ce procédé assez vieillot et en réalité facile à remplacer par la phonographie encore à ses débuts. Ce fut un toile d'interruptions et d'interpellations parmi mes amis et auditeurs, D.O. étonnés, D.A. ironiques, D.E. et remplis de doutes et, se croisant, de furieuses dénégations, mais c'est impossible. Qu'entendez-vous par là ? J'eus quelque peine à reprendre la parole pour m'expliquer plus à loisir. Laissez-moi vous dire, très impétueux auditeurs, que les idées que je vais vous exposer sont d'autant moins affirmatives qu'elles ne sont ici aucunement mûries par la réflexion et que je vous les sers telles qu'elles m'arrivent, avec une apparence de paradoxe, mais il n'y a guère que les paradoxes qui contiennent des vérités, et les plus folles prophéties des philosophes du XXe siècle se sont aujourd'hui déjà en partie réalisées. Je me base sur cette constatation indéniable que l'homme de loisir repousse chaque jour davantage la fatigue et qu'il recherche évidemment ce qu'il appelle le confortable, c'est-à-dire toutes les occasions de ménager autant que possible la dépense et le jeu de ses organes. Vous admettrez bien avec moi que la lecture, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, amène vivement une grande lassitude,
car non seulement elle exige de notre cerveau une attention soutenue qui consomme une forte partie de nos phosphates cérébraux, mais encore elle ploie notre corps en diverses attitudes lassantes. Elle nous force, si nous lisons un de vos grands journaux, format du Times, à déployer une certaine habileté dans l'art de retourner et de plier les feuilles, elle surmène nos muscles tenseurs, si nous tenons le papier largement ouvert, enfin, si c'est au livre que nous nous adressons, la nécessité de couper les feuillets, de les chasser tour à tour l'un sur l'autre produit, par menueurs successifs, un énervement très troublant à la longue. Or, l'art de se pénétrer de l'esprit, de la gaieté et des idées d'autrui demanderait plus de passivité, c'est ainsi que dans la conversation notre cerveau conserve plus d'élasticité, plus de netteté de perception, plus de béatitude et de repos que dans la lecture, car les paroles qui nous sont transmises par le tube auditif nous donnent une vibrance spéciale des cellules qui, par un effet constaté par tous les physiologistes actuels et passés, excitent nos propres pensées. Je crois donc au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et l'égoïsme de l'homme. L'ascenseur a tué les ascensions dans les maisons, le phonographe détruira probablement l'imprimerie. Nos yeux sont faits pour voir et refléter les beautés de la nature et non pas pour s'user à la lecture des textes. Il y a trop longtemps qu'on en abuse, et il n'est pas besoin d'être un savant ophtalmologiste pour connaître la série des maladies qui accablent notre vision et nous astreignant à emprunter les artifices de la science optique. Nos oreilles, au contraire, sont moins souvent mises à contribution, elles s'ouvrent à tous les bruits de la vie, mais nos tympans demeurent moins irrités, nous ne donnons pas une excessive hospitalité dans ces golfs ouverts sur les sphères de notre intelligence, et il me plaît d'imaginer qu'on découvrira bientôt la nécessité de décharger nos yeux pour charger davantage nos oreilles. Ce sera une équitable compensation apportée dans notre économie physique générale. Très bien, soulignaient mes camarades attentifs. Mais la mise en pratique, cher ami, nous vous attendons là. Comment supposez-vous qu'on puisse arriver à construire des phonographes à la fois assez portatifs, légers et résistants pour enregistrer sans se détraquer de longs romans qui, actuellement, contiennent 400-500 pages? Sur quel cylindre de cire durci clicherez-vous les articles et nouvelles du journalisme? Enfin, à l'aide de quelle pile actionnerez-vous les moteurs électriques de ces futurs phonographes? Tout cela est à expliquer et ne nous paraît pas d'une réalisation aisée. Tout cela cependant s'effera, repris-je, il y aura des cylindres inscripteurs légers comme des porte-plumes en celluloïd, qui contiendront 5 et 600 mots et qui fonctionneront sur des axes très ténus qui tiendront dans la poche, toutes les vibrations de la voix y seront reproduites, on obtiendra la perfection des appareils comme on obtient la précision des montres les plus petites et les plus bijoux. Quant à l'électricité, on la trouvera souvent sur l'individu même, et chacun actionnera avec facilité par son propre courant fluidique, ingénieusement capté et canalisé, les appareils de poche, de tour de cou ou de bandoulière qui tiendront dans un simple tube semblable à un étui de lorgnette. Pour le livre, ou disons mieux, car alors les livres auront vécu, pour le novel ou storiographe, l'auteur deviendra son propre éditeur, afin d'éviter les imitations et contrefaçons, il devra préalablement se rendre au patent office pour y déposer sa voix et en signer les notes basses et hautes, en donnant des contre-auditions nécessaires pour assurer les doubles de sa consignation. Aussitôt cette mise en règle avec la loi, l'auteur parlera son œuvre et la clichera sur des rouleaux enregistreurs et mettra en vente lui-même ses cylindres patentés, qui seront livrés sous enveloppe à la consommation des auditeurs.
On ne nommera plus, en ce temps assez proche, les hommes de lettres des écrivains, mais plutôt des narrateurs. Le goût du style et des phrases pompeusement parées se perdra peu à peu, mais l'art de la diction prendra des proportions invraisemblables. Il y aura des narrateurs très recherchés pour l'adresse, la sympathie communicative, la chaleur vibrante, la parfaite correction et la ponctuation de leur voix. Recording at the Patent Office, les dames ne diront plus, parlant d'un auteur à succès, j'aime tant sa façon d'écrire. Elles soupireront toutes frémissantes, oh! Ce diseur a une voix qui pénètre, qui charme, qui émeut, ses notes graves sont adorables, ses cris d'amour déchirants, il vous laisse toutes brisées d'émotion après l'audition de son œuvre, c'est un ravisseur d'oreilles incomparable. To be continued. L'ami James Whitmore m'interrompit, et les bibliothèques, qu'en ferez-vous, mon cher ami des livres? Les bibliothèques deviendront les phonographothèques ou bien les clichéothèques. Elles contiendront sur des étages de petits casiers successifs, les cylindres bien étiquetés des œuvres des génies de l'humanité. Les éditions recherchées seront celles qui auront été autophonographiées par des artistes en vogue. On se disputera, par exemple, le Molière de Coquelin, littérature et musique, atome, littérature et musique, atome, le Shakespeare d'Irving, le Dante de Salvini, le Dumas fils d'Éléonore Duss, le Hugo de Sarah Bernhardt, le Balzac de Mounet Sully, tandis que Goethe, Milton, Byron, Dickens, Emerson, Tennyson, Musset et autres auront été vibrés sur cylindre par des diseurs de choix. Les bibliophiles, devenus les phonographopiles, s'entoureront encore d'œuvres rares, ils donneront comme auparavant leurs cylindres à relier en des étuis de maroquin ornés de dorures fines et d'attributs symboliques. Les titres se liront sur la circonférence de la boîte et les pièces les plus rares contiendront des cylindres ayant enregistré à un seul exemplaire la voix d'un maître du théâtre, de la poésie ou de la musique ou donnant des variantes imprévues et inédites d'une œuvre célèbre. Les narrateurs, auteurs gais, diront le comique de la vie courante, s'appliqueront à rendre les bruits qui accompagnent et ironisent parfois, ainsi qu'en une orchestration de la nature, les échanges de conversations banales, les sursauts joyeux des foules assemblées, Hector Whittioric les dialectes étrangers, les évocations de Marseillais ou d'Auvergnat amuseront les Français comme le jargon des Irlandais et des Westermen excitera le rire des Américains de l'Est. Les auteurs privés du sentiment des harmonies de la voix et des flexions nécessaires à une belle diction emprunteront le secours de gagistes, acteurs ou chanteurs pour emmagasiner leur œuvre sur les complaisants cylindres. Nous avons aujourd'hui nos secrétaires et nos copistes, il y aura alors des phonistes et des clamistes, interprétant les phrases qui leur seront dictées par les créateurs de littérature. Happy the man who, les auditeurs ne regretteront plus le temps où on les nommait lecteurs, leur vue reposée, leur visage rafraîchi, leur nonchalance heureuse indiqueront tous les bienfaits d'une vie contemplative. Étendus sur des sofas ou bercés sur des rocking chairs, ils jouiront, silencieux, des merveilleuses aventures dont des tubes flexibles apporteront le récit dans leurs oreilles dilatées par la curiosité. Soit à la maison, soit à la promenade, en parcourant pédestrement les sites les plus remarquables et pittoresques, les heureux auditeurs éprouveront le plaisir ineffable de concilier l'hygiène et l'instruction, d'exercer en même temps leurs muscles et de nourrir leur intelligence, car il se fabriquera des phonopéragraphes de poche, utiles pendant l'excursion dans les montagnes des Alpes ou à travers les canons du Colorado. Votre rêve est très aristocratique, insinua l'humanitaire Julius Paluck, l'avenir sera sans aucun doute plus démocratique.
J'aimerais, je vous l'avoue, avoir le peuple plus favorisé. Il le sera, mon doux poète, repris-je allègrement, en continuant à développer ma vision future, rien ne manquera au peuple sur ce point, il pourra se griser de littérature comme d'eau claire, à bon compte, car il aura ses distributeurs littéraires des rues comme il a ses fontaines. Never too far away to rire, à tous les carrefours des villes, des petits édifices s'élèveront autour desquels pendront, à l'usage des passants studieux, des tuyaux d'audition correspondant à des œuvres faciles à mettre en action par la seule pression sur un bouton indicateur. D'autre part, des sortes d'automatic libraries, mues par le déclenchement opéré par le poids d'un penny jeté dans une ouverture, donneront pour cette faible somme les œuvres de Dickens, de Dumas père ou de Longfellow Flower, contenues sur de longs rouleaux faits pour être actionnés à domicile. Je vais même au-delà, l'auteur qui voudra exploiter personnellement ses œuvres à la façon des trouvères du Moyen Âge et qui se plaira à les colporter de maison en maison pourra en tirer un bénéfice modéré et toutefois rémunérateur en donnant en location à tous les habitants d'un même immeuble une infinité de tuyaux qui partiront de son magasin d'audition, sorte d'orgue porté en sautoir pour parvenir par les fenêtres ouvertes aux oreilles des locataires désireux un instant de distraire leur loisir ou d'égayer leur solitude. Moyennant 4 ou 5 cents par heure, les petites bourses, avouez-le, ne seront pas ruinées et l'auteur vagabond encaissera des droits relativement importants par la multiplicité des auditions fournies à chaque maison d'un même quartier. Kiosk of Sound, S2. Non pas encore, le phonographisme futur s'offrira à nos petits-fils dans toutes les circonstances de la vie, chaque table de restaurant sera munie de son répertoire d'œuvres phonographiées, de même les voitures publiques, les salles d'attente, les cabinets des steamers, les halls et les chambres d'hôtel posséderont des phonographothèques à l'usage des passagers. Les chemins de fer remplaceront les parloirs car par des sortes de Pullman circulating libraries qui feront oublier aux voyageurs les distances parcourues, tout en laissant à leur regard la possibilité d'admirer les paysages des pays traversés. Je ne saurais entrer dans les détails techniques sur le fonctionnement de ces nouveaux interprètes de la pensée humaine sur ces multiplicateurs de la parole, mais soyez sûrs que le livre sera abandonné par tous les habitants du globe et que l'imprimerie cessera absolument d'avoir cours, en dehors des services qu'elle pourra rendre encore au commerce et aux relations privées, et qui sait si la machine à écrire, alors très développée, ne suffira pas à tous les besoins. Et le journal quotidien, me direz-vous, la presse si considérable en Angleterre et en Amérique, qu'en ferez-vous? N'ayez crainte, elle suivra la voie générale, car la curiosité du public ira toujours grandissant et on ne se contentera bientôt plus des interviews imprimées et rapportées plus ou moins exactement, on voudra entendre l'interviewé, ou hier le discours de l'orateur à la mode. Connaître la chansonnette actuelle, apprécier la voix des divas qui ont débuté la veille, etc., qui dira mieux tout cela que le futur grand journal phonographique? Ce seront des voix du monde entier qui se trouveront centralisées dans les rouleaux de celluloïd que la poste apportera chaque matin aux auditeurs abonnés. Les valets de chambre et les chambrières auront l'habitude de les disposer dans leur axe sur les deux paliers de la machine motrice et ils apporteront les nouvelles au maître ou à la maîtresse, à l'heure du réveil, télégramme de l'étranger, cours de la bourse, articles fantaisistes, revue de la veille, on pourra tout entendre en rêvant. Encore sur la tiédeur de son oreiller. Le journalisme sera naturellement transformé, les hautes situations seront réservées aux jeunes hommes solides, à la voix forte, chaudement timbrée,
dont l'art de dire sera plutôt dans la prononciation que dans la recherche des mots ou la forme des phrases. Le mandarinisme littéraire disparaîtra, les lettrés n'occuperont plus qu'un petit nombre infime d'auditeurs, mais le point important sera d'être vite renseigné en quelques mots sans commentaire. Delivery at home. Il y aura dans tous les offices de journaux des halls énormes, des speaking halls où les rédacteurs enregistreront à haute voix les nouvelles reçues, les dépêches arrivées téléphoniquement se trouveront immédiatement inscrites par un ingénieux appareil établi dans le récepteur de l'acoustique. Les cylindres obtenus seront clichés à grand nombre et mis à la poste en petites boîtes avant 3 heures du matin, à moins que, par suite d'une Listen as you travel entente avec la compagnie des téléphones, l'audition du journal ne puisse être portée à domicile par les fils particuliers des abonnés, ainsi que cela se pratique déjà pour les théâtrophones. Dramatics of the Future. William Blackcross, l'aimable critique et esthète qui jusque-là avait bien voulu prêter attention à mon fantaisiste bavardage sans m'interrompre, jugea le moment opportun de m'interroger. « Permettez-moi de vous demander, dit-il, comment vous remplacerez l'illustration des livres. L'homme, qui est un éternel grand enfant, réclamera toujours des images et aimera avoir la représentation des choses qu'il imagine ou qu'on lui raconte. Votre objection, repris-je, ne me démonte pas, l'illustration sera abondante et réaliste, elle pourra satisfaire les plus exigeants. Vous ignorez peut-être la grande découverte de demain, celle qui bientôt nous stupéfiera. Je veux parler du kinétographe de Thomas Edison, dont j'ai pu voir les premiers essais à Orange Park dans une récente visite faite au grand électricien près de New Jersey. Le kinétographe enregistrera le mouvement de l'homme et le reproduira exactement comme le phonographe enregistre et reproduit sa voix. D'ici 5 ou 6 ans, vous apprécierez cette merveille basée sur la composition des gestes par la photographie instantanée. Le kinétographe Entertainment Atom sera donc l'illustrateur de la vie quotidienne. Non seulement nous le verrons fonctionner dans sa boîte, mais, par un système de glaces et de réflecteurs, toutes les figures actives qu'il représentera en photo chromo pourront être projetées dans nos demeures sur de grands tableaux blancs. Les scènes des ouvrages fictifs et des romans d'aventure seront mimées par des figurants bien costumés et aussitôt reproduites. Nous aurons également, comme complément au journal phonographique, les illustrations de chaque jour, des tranches de vie active, comme nous disons aujourd'hui, fraîchement découpées dans l'actualité. On verra les pièces nouvelles, le théâtre et les acteurs aussi facilement qu'on les entend déjà chez soi, on aura le portrait et, mieux encore, la physionomie mouvante des hommes célèbres, des criminels, des jolies femmes. Ce ne sera pas de l'art, il est vrai, mais au moins ce sera la vie elle-même, naturelle, sans maquillage, nette, précise et le plus souvent même cruelle. Je vous répète, mes amis, que je ne conçois ici que d'incertaines possibilités. Qui peut se vanter, en effet, parmi les plus subtils d'entre nous de prophétiser avec sagesse? Les écrivains de ce temps, disait déjà notre cher Balzac, sont les manœuvres d'un avenir caché par un rideau de plomb. Si Voltaire et Rousseau revoyaient la France actuelle, ils ne soupçonneraient guère les 12 années qui furent, de 1789 à 1800, les langes de Napoléon. The nerve center of the modern newspaper, il est donc évident, dis-je, en terminant ce trop vague aperçu de la vie intellectuelle de demain, qu'il y aurait dans le résultat de ma fantaisie des côtés sombres encore imprévus.
de même que les oculistes se sont multipliés depuis l'invention du journalisme, de même avec la phonographie à venir, les médecins auristes foisonneront, on trouvera moyen à Visit to the Doctor de noter toutes les sensibilités de l'oreille et de découvrir plus de noms de maladies auriculaires qu'il n'en existera réellement, mais aucun progrès ne s'est jamais accompli sans déplacer quelques-uns de nos mots. La médecine n'avance guère, elle spécule sur des modes et des idées nouvelles qu'elle condamne lorsque des générations en sont mortes dans l'amour du changement. En tout cas, pour revenir dans les limites même de notre sujet, je crois que si les livres ont leur destinée, cette destinée, plus que jamais, est à la veille de s'accomplir, le livre imprimé va disparaître. Ne sentez-vous pas que déjà ces excès le condamnent? Après nous la fin des livres. Cette boutade faite pour amuser notre souper eut quelque succès parmi mes indulgents auditeurs. Les plus sceptiques pensaient qu'il pouvait bien y avoir quelque vérité dans cette prédiction instantanée, et John Poole obtint un hourra de gaieté et d'approbation lorsqu'il s'écria, au moment de nous séparer, il faut que les livres disparaissent ou qu'ils nous engloutissent. J'ai calculé qu'il paraît dans le monde entier 80 à 100 000 ouvrages par an, qui tirés à 1000 ans en moyenne, font plus de 100 millions d'exemplaires, dont la plupart ne contiennent que les plus grandes extravagances et les plus folles chimères et ne propagent que préjugés et erreurs. Par notre état social, nous sommes obligés d'entendre tous les jours bien des sottises, un peu plus, un peu moins, ce ne sera pas dans la suite un bien gros excédent de souffrance, mais quel bonheur de n'avoir plus à en lire et de pouvoir enfin fermer ses yeux sur le néant des imprimés. Jamais l'Hamlet de notre grand Will n'aura mieux dit, Word. 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 Des mots qui passent et qu'on ne lira plus. The Last at Night. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book. La fin des livres astérisque 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 Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works 1.a by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.6.
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1
Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.